Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Alors dans cet épisode 24, nous recevons Caroline Henry, qui est praticienne et professeure en Ayurveda, fondatrice de l'école Gayaveda Studies. Cet épisode donc est diffusé le jour de la Saint-Valentin et donc on avait envie de parler d'amour. Alors quelle est la vision de l'Ayurveda sur les relations amoureuses, la vie en couple, la sexualité ? Ces questions sont parfois des questions intimes que nous allons aborder aujourd'hui sous l'angle de la philosophie et de la spiritualité ayurvédique. Bonne écoute. Bonjour Caroline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nathalie, bonjour Lorraine. On est ravis de t'accueillir Caroline, donc tu es notre professeure d'Ayurveda. Tu as fondé l'école Gayaveda Studies à Tours, où Lorraine et moi avons suivi notre formation de praticienne. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, pour les personnes qui sont intéressées par se former à l'Ayurveda, on proposera un code de parrainage qui permettra donc aux personnes intéressées d'avoir une remise sur leur première année de formation. Mais avant tout ça, donc aujourd'hui on va parler d'amour, Caroline. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, tu es donc praticienne et formatrice en Ayurveda, professeure d'Ayurveda. Tu pratiques l'Ayurveda depuis une vingtaine d'années. Comment toi tu as découvert cette discipline ? Comment tu en es venue à l'Ayurveda ? Donc c'était tout à fait au hasard. Il n'y avait aucune connaissance de l'Ayurveda, aucun objectif particulier pour partir en Inde. En fait, à la base, j'étais en Inde en vacances pour une période de 3 mois. À Dharamsala, donc c'est un petit village au nord de l'Inde, et à la base je voulais surtout faire une retraite en Vipassana. Et les conditions du Vipassana en méditation à l'époque où j'avais une vingtaine d'années finalement étaient un petit peu trop intériorisantes pour que j'y passe du temps. Donc en sortant du Vipassana, j'ai vu un petit panneau, il y avait marqué Learn Ayurvedic Massage. Donc le mot ayurvédique, je l'ignorais complètement, mais massage, ça me plaisait bien pour faire une initiation au massage, dans un côté tout à fait ludique. Donc j'ai fait cette formation qui a duré 1 mois, où on apprenait le massage Abhyanga, on apprenait différentes techniques de soins, il y avait une approche des bases de la philosophie ayurvédique. Et je découvrais à ce moment-là quelque chose d'absolument passionnant, parce qu'à la fois je découvrais le massage qui me plaisait, mais je découvrais aussi une connaissance du pays dans lequel j'étais, puisque ça me permettait de mieux comprendre l'hindouisme, de mieux comprendre en fait le système de santé médicale qui est relié à ce pays. Donc à la fois j'avais une approche de la culture, de la philosophie de vie, du système de santé, du système social. Donc c'était un univers, une porte qui s'ouvrait sur un univers gigantesque qui est vraiment passionnant. Donc j'ai fait cette initiation d'1 mois. Après j'ai enchaîné sur une cure Panchakarma pendant 1 mois et demi. Où là, c'est pareil, c'était assez intense comme expérience, où j'étais toute seule, finalement loin de la maison. Et le fait d'avoir un nettoyage comme ça de ce qu'on appelle les doshas, de retrouver un état de santé, mais qui est passé par un état de fragilité physique et psychologique. Donc ça a été aussi une grande expérience où je me suis, on a vidé du passé, des choses un peu toxiques, qu'on appellera tamasiques, et de faire peau neuve pour autre chose. Et à ce moment-là, j'étais comme toute neuve, toute fraîche pour accueillir de la sagesse, du soin de moi. D'abord, ça a commencé par moi le premier sujet en fait, pour avoir une meilleure connaissance de qui je suis, comment les choses fonctionnent.
Et voilà, après j'ai continué mon voyage, je suis revenue en France et en revenue en France, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de poursuivre la formation en Ayurveda parce que ça m'avait enfin donné du sens dans ma vie. À la base, je travaillais dans le secteur bancaire, donc le fait de pouvoir, un secteur bancaire que j'ai quitté, un secteur commercial qui m'apportait aucune réponse sur le plan de l'humain, de l'évolution, de l'amour, des choses utiles en fait à la vie. Donc c'est ce voyage, voilà, ce qui a nécessité mon voyage, c'était ça, ce départ. Et le retour, par contre, j'avais toujours pas appris un métier. Donc il fallait que je retourne dans ce que je savais faire, c'est-à-dire BTS Action Commerciale et vendre des produits d'assurance, des produits bancaires, des produits, vendre des produits. Donc cette fonction, cette idée de retourner d'où je venais me réjouissait pas du tout. Donc j'ai décidé de repartir en Inde et là j'ai fait une première formation de 6 mois dans une école indienne à Calicut, en fait l'école Sanjivani School, qui est une école de thérapeutes. Elle reçoit uniquement des thérapeutes indiens, en fait des différents coins de l'Inde, pour former. Donc ça dure 2 ans. C'est 2 ans consécutifs où on apprend les bases de l'Ayurveda, on apprend à récolter les plantes, à préparer des huiles, à faire les soins, tous les types de soins, à travailler le toucher aussi, et à connaître aussi les précautions en fonction d'un état inflammatoire, qu'est-ce qu'on pratique comme approche de soins thérapeutiques. Donc il y avait vraiment comment on prépare la peau, comment on prépare les muscles, comment on prépare les articulations, quel traitement on va appliquer dessus, sur combien de temps. Voilà, tout ça c'était vraiment 2 années que j'ai fait finalement étaler sur des sessions de 6 mois pour pouvoir accumuler mon quota d'heures qui me permettait d'avoir cette partie de thérapeute. Donc c'est thérapeute corporel, hein, c'est pas du tout le niveau des médecins ayurvédiques, mais au moins j'avais toute la partie soins qui était en 2 ans consécutifs, hein, donc tous les jours à raison de 5 heures à 7 heures par jour. Voilà, alors suite à cette formation, après je revenais en France, puis à chaque fois que je revenais en France, j'ai commencé par pratiquer le massage Abhyanga, c'était pas connu, donc j'ai fait, j'en ai parlé avec mon prof de yoga qui a fait une petite conférence et puis ça a permis de faire connaître, parce que c'était il y a une vingtaine d'années, donc l'Ayurveda c'était pas comme aujourd'hui. Et en faisant des conférences, en expliquant le côté sister-sister du yoga et de l'Ayurveda, et bien la complémentarité importante de ces 2 approches pour prendre soin de soi et bien fonctionner avec le monde, et bien m'a permis de développer mon activité. Et d'abord par les soins. Voilà, on a commencé par les soins. Et ensuite, je suis retournée en Inde régulièrement sur des périodes de 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant 8 ans. Et de compléter ensuite avec l'herbologie, avec la nutrition, avec la marmathérapie et surtout le diagnostic qui a été un temps passé dans le Maharashtra en fait au sein de la clinique du docteur Lele, donc qui est l'Institut indien des études védiques de Pune dans le Maharashtra. Et là, donc, j'ai eu une formation incroyable qui m'a permis vraiment de savoir faire un bilan, de comprendre les manifestations, les causes de déséquilibre, d'adapter les chikitsas, les thérapeutiques par rapport aux problématiques. Et ce médecin, en fait, m'a vraiment donné une méthode qui m'a permis rapidement, je dirais, d'avancer et d'avoir des outils d'analyse concrète pour savoir ensuite comment utiliser les conseils et à bien les adapter à la personne. Donc un grand merci à ce docteur parce qu'il m'a remis tout en ordre dans la tête de plein de notions, parce que c'est vaste, hein, l'Ayurveda. Il y a aussi des termes en sanskrit. Et toutes ces notions-là, ce docteur m'a permis maintenant d'avoir une organisation dans les bilans et puis aussi de pouvoir transmettre ce que moi j'ai pu recevoir comme formation. Voilà, donc ce que je transmets aujourd'hui, c'est aussi ma passion, c'est ce qui a éclairé ma vie en fait, hein, avec une envie de respecter les racines, la tradition, l'authenticité, de l'adapter au monde occidental, mais de ne pas perdre la source. Voilà, ça c'est vraiment important. Bah écoute, en tout cas c'est une chose aussi qui a été importante pour nous dans notre formation qu'on a faite auprès de toi, c'est d'avoir à la fois ce côté passionnant que tu transmets, mais aussi dans le respect de la tradition védique, et ça a été une partie importante pour nous. Donc on encourage les personnes qui veulent se former à venir se renseigner auprès de toi parce qu'on recommande vraiment ton école. Merci pour vos recommandations. Merci beaucoup.
Alors aujourd'hui, tu nous rejoins sur le podcast Ayurveda pour parler des relations amoureuses. Et nous allons en parler d'un point de vue des doshas. Nos auditeurs qui sont très assidus à chaque épisode savent maintenant que les doshas gouvernent tous les processus physiques et physiologiques dans notre corps. Ils sont également responsables de notre comportement amoureux. Alors est-ce que tu peux nous dire comment se comporte en amour une personne de type Vata, une personne de type Pitta et une personne de type Kapha? Oui, alors une personne ayant une dominante Vata. On va parler d'une dominante Vata sur le plan psychologique, puisque là on parle de comportement, donc ça sera plus une approche psychologique que l'observation physique ou physiologique du corps. On est bien d'accord? Tout à fait. Ok. Donc sur l'approche psychologique d'une personne avec une dominante Vata, c'est déjà une personne qui peut avoir un manque de confiance en elle, mais qui a une capacité de communication, de relationnel, qui va avoir peut-être plus facilement un besoin de faire des rencontres sur les réseaux sociaux, ou sur les mythiques ou tout ce qui va être en ligne. On va avoir un comportement plutôt rapide et peut-être dématérialisé, on va dire, dans un premier temps, afin d'apprendre à connaître l'autre et de venir rassurer des états de peur dans la relation à l'autre. De peur aussi dans la construction, parce qu'une personne de type Vata peut avoir des difficultés à poser les fondations d'une relation de couple et avoir une difficulté à prendre le temps de connaître l'autre, de s'exposer aussi à l'autre et rester peut-être juste sur les sensations, des émotions, mais ne pas très bien savoir comment digérer, analyser ces émotions pour pouvoir les poser en soi et ensuite orienter une relation plus en confiance. Voilà, je dirais que ça serait ça la difficulté de la personne Vata. Alors que la personne Pitta, elle a un naturel de confiance en elle, elle aime bien s'exposer, elle aime bien qu'on la voie, elle aime bien l'idée, guider, rassurer, mais dans un côté je gère pour toi, je vais gérer pour toi. Voilà, donc les personnes Pitta, elles savent aussi mettre en avant un côté séduction par le regard. Le regard est pénétrant, le regard est brillant, le regard est séduisant. Donc ils vont montrer tout ce qu'il y a de meilleur, souvent en même temps toute séduction montre toujours ce qu'on a de meilleur. Hein. Il vaut mieux, oui, pour que ça marche. Pour que ça marche, ouais. Voilà, donc il va y avoir une vraie confiance. Ils vont aimer le jeu de la séduction, ils vont aimer le jeu du plaisir, de la rencontre à l'autre. C'est quelque chose qui les passionne. Ils sont fusionnels, volcaniques, passionnés. Mais la difficulté d'une personne Pitta, c'est qu'il y a un besoin que le feu soit entretenu, que le feu brille toujours à son maximum. Donc il y a toujours besoin de le nourrir. Donc ce sont des personnes qui peuvent aussi se retrouver peut-être au bout d'un certain temps la relation un peu plus fade. Et s'ils perdent du peps, de cette passion, alors ils vont s'inquiéter. Soit ils auront le sentiment qu'on les aime moins, et un Pitta qui n'est pas aimé, c'est un Pitta qui souffre. Donc s'il a le sentiment qu'on l'aime moins, soit il va... alors après, il peut avoir différentes attitudes soit pour en parler, soit continuer de séduire, ou des fois, il peut aussi se mettre à séduire d'autres personnes, donc qui peut être aussi un peu plus problématique. Donc... voilà, donc le Pitta a besoin aussi de sentir qu'il prend des décisions et qu'on le suit dans ses décisions. Voilà, donc ça c'est un profil, une tendance Pitta. Et pour Kapha? Alors pour Kapha, dans son profil, il est, donc comme vous le connaissez maintenant, les profils Kapha, donc il va être patient, il va être calme, il va être doux. Ce qui va être plaisant, c'est pas tellement qu'il est en train de séduire, c'est qu'il est naturellement séduisant. Ce qui est différent du Pitta. Le Pitta cherche à séduire, alors que le Kapha, lui, est déjà charmant. Quand on le regarde, on est charmé. Il a cette douceur dans les yeux, cette douceur dans l'expression au niveau de la bouche, le calme de sa voix, le côté suave de sa voix, et sa présence auprès de qui on se sent bien. Donc ce côté du Kapha, il est tout de suite très rassurant, très agréable. Il n'est pas aussi passionné qu'un Pitta dans sa présence, c'est pas aussi tout feu, tout flamme qu'un Pitta, mais on s'y sent en confiance, on s'y sent en sécurité. Donc, dans le sentiment amoureux, le sentiment de sécurité, il est aussi très important, très agréable. Donc, ce sont des personnes attachantes. Voilà, donc les personnes qui ont du Kapha, finalement,
sont attachants, mais eux, de leur côté, ils vont avoir des difficultés à exprimer leurs sentiments, à dire que la personne leur plaît. Parce qu'ils sont timides, ils gardent pour eux, ils ont pas la communication pour eux non plus. Trouver les mots, la facilité à dire les choses, oser s'exprimer, voilà, c'est quelque chose qui pour eux est un effort difficile. Donc c'est plutôt des personnes qui parlent peu en fait. Ils ont tout le charme pour eux, mais dans le silence. Ils véhiculent le bonheur, l'amour dans le silence. Et du fait qu'ils ne s'expriment pas, eh bien en fait, s'ils sont par exemple face à un vata, ça peut être un peu difficile. Face à un pitta, lui il sera entreprenant, mais face à un vata, qui prend la place? Le vata est rassuré, c'est génial. Le vata est heureux comme tout d'être à côté de cette rencontre kapha. Mais est-ce que le vata va oser, lui, par rapport à sa peur aussi de « je m'expose pour dire que tu me plais ». Alors je peux te le dire, mais en même temps, voilà, je te le dis, mais j'ai surtout besoin aussi de sentir que je vais être en sécurité. Donc déjà, le vata, il ne peut pas dans la séduction parler de ses peurs tout de suite. Hein. C'est pas toujours évident non plus tout de suite de dire j'ai envie de t'aimer, mais j'ai peur de t'aimer dès les premiers moments. Donc voilà, le kapha, lui, sa grosse difficulté, ça va être ça, c'est exprimer ses sentiments alors qu'il a déjà tout pour lui pour apporter sécurité. Voilà. Après, on se rendra compte que le kapha, il a aussi un côté sécurisant, mais qui va avec le côté routinier. Donc, il peut parfois manquer de... Comment dire il peut être romantique, mais manquer de couleurs, de rajouter toujours un petit peu de l'eau au moulin pour entretenir, mais avec des atouts qui font vibrer, vous voyez. Voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Caroline, par rapport à peut-être les compatibilités entre les différents doshas. Comment on peut peut-être trouver même son partenaire de vie idéal, entre guillemets, en fonction des doshas? Est-ce que on sait qu'il y a des compatibilités, plus ou moins, ou des incompatibilités? Est-ce que, par exemple, deux vatas qui se retrouvent ensemble, tu penses que c'est une bonne chose? Alors oui, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure, on ne peut pas dire, tiens, on va éviter de mettre deux vatas ensemble, deux pittas ensemble. Alors on peut déjà parler de que se passe-t-il quand on a deux dominantes doshiques ensemble. Donc deux dominantes doshiques, déjà, c'est facile pour s'attirer. Parce que on retrouve en l'autre une part de nous. Donc on comprend un peu plus facilement l'autre, on se sent déjà plus facilement à l'aise. Donc cette partie-là déjà fait que les semblables vont s'attirer. Mais c'est pas la règle de l'Ayurveda, puisque ceux qui s'équilibrent, ce ne sont pas les semblables, ce sont les opposés qui s'équilibrent. Mais ceux qui s'attirent, par contre, vont être semblables. Donc ça, c'est une première notion aussi un peu à comprendre. Donc si je suis vata, je vais rencontrer une personne vata, on va bien s'entendre parce qu'on va pouvoir échanger beaucoup d'idées, on va pouvoir parler, refaire le monde, ouvrir plein de nouvelles portes, parler de voyage, parler de projets, parler de sorties, de théâtre, de culture. En fait, on va être très créatif et on va adorer imaginer beaucoup de choses possibles, aussi bien philosophiques, sociales, religieuses, sentimentales. C'est-à-dire qu'on va aborder plein de domaines qui vont être merveilleux dans l'échange, la communication. Mais la difficulté, c'est concrètement comment on va poser ces deux vatas dans une structure un petit peu plus quotidienne, c'est-à-dire créer son couple, peut-être vivre ensemble, peut-être poser les fondations plus tard d'une vie de famille ou d'une vie de couple. Eh bien, ça nécessite de ce qui est pensé, de le rendre plus concret, plus matériel. Et là, il faut prendre des décisions. Et prendre des décisions quand on a beaucoup d'idées, dans le temps, ça peut être difficile, puis ça peut être confus. Donc la difficulté qui sera rencontrée, c'est la confusion dans l'organisation des projets et des réalisations de projets à mettre en place entre gestion du temps et concrétisation des choses. Voilà, c'est ça qui sera un peu plus difficile. Et de garder la routine aussi dans une vie de couple, eh bien, chez des vatas qui ont besoin de sortir de la maison, ce sont des personnes qui ne sont pas beaucoup chez elles en fait. Elles aiment être à l'extérieur avec d'autres personnes en groupe. Donc est-ce que le groupe de deux va suffire? Ça, c'est aussi une question. Est-ce qu'il y a besoin de... Donc ça, voilà, c'est une des difficultés. Et autre chose qui se passe au niveau du vata, ça peut être qu'à un moment donné, si on a un des deux qui a besoin d'être assuré et comme les deux ont facilement peur, si personne n'arrive à rassurer l'autre, il se peut que l'un des deux vatas cherche un autre moyen d'être rassuré ou une autre personne qui peut rassurer. Et quand le vata est rassuré, c'est une personne qui peut
qui peut partir en fait, qui peut partir. Hein, voilà. Là où on sent, là où le vata est à l'aise, on dit que le vata n'est pas stable, que l'élément vata est quelque chose qui est irrégulier, qui n'est pas stable, qui est mobile. Donc dans l'idée de construction de couple, on a envie du rêve amoureux du couple qui dure jusqu'à la fin des jours, dans lequel on construit la relation, on a confiance, on est dans la fusion de deux personnes qui ne peuvent plus, voilà, qui ne se détacheront pas. Eh bien, avec le vata, il y a ce désir, il y a ce rêve, mais dans la réalité, c'est difficile parce que c'est pas sa nature. Et du coup, le vata est plus attiré par une personne de type vata aussi, mais finalement, son partenaire idéal, c'est le kapha. Alors, son partenaire idéal, c'est le kapha, tout à fait, mais le kapha, de son côté opposé, va peut-être manquer de subtilité dans la communication. Parce que le vata adore la communication et il va se retrouver avec une personne qui parle peu, donc le vata va s'ennuyer. Et le vata qui va être avec un pitta, ça peut, le vata va se sentir qu'il y a un leader qui est là pour lui, qui va tout gérer. Donc le vata va pouvoir se reposer sur l'épaule du pitta. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour une personne vata. Mais en même temps, le pitta va apporter des exigences au vata qui risquent de créer des peurs au vata, de ne pas faire assez bien, de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas être assez estimé. Et le pitta peut parfois, dans ses aspects leader, autoritaire, peut aussi renvoyer des choses très désagréables quand dans les couples ça ne va pas bien. Et le vata n'aura pas forcément le recul pour savoir réagir face à ça. Donc il peut aussi facilement se faire manipuler, entre guillemets, le vata. Entre guillemets, il n'y a rien de mal à être vata, on a plein de qualités, mais on sait qu'on peut être changeant. Et si celui qui nous rassure, eh bien, on n'a pas la capacité de se libérer de ce qui nous rassure pour prendre confiance en nous et notre potentiel, ben on peut devenir finalement dépendant de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un risque. Et on peut être dépendant d'un pitta, c'est aussi un risque si le pitta est un pitta avec une attitude un peu ce qu'on appelle tamasique. Ah bah, voilà. Le pitta, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe deux pittas ensemble ? Eh bien, deux pittas ensemble, c'est pareil, c'est deux pittas qui vont aimer vivre des projets, évoluer, transformer plein de choses, faire du sport, mettre des challenges, réaliser ces challenges. Donc, ils vont se retrouver sur cette évolution, ils vont se motiver, se stimuler l'un l'autre sur cette évolution. Mais la difficulté, c'est qu'il y a très certainement pas mal de disputes entre les deux. Puisqu'un pitta aime bien être entendu, aime bien avoir raison, il a un ego, il est passionné et il aime que sa personnalité, ses décisions soient entendues. Donc il a parfois un peu de mal à écouter l'autre. Donc quand deux personnes ont besoin d'être entendues et d'être suivies dans leurs idées, eh bien la communication est difficile. Et deux kaphas ensemble, ça donne quoi ? Eh bien, deux kaphas ensemble, ça donne des familles nombreuses. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être routinières, qui vont être très casanières, voilà, qui vont prendre soin du jardin, prendre soin de la maison, de la cuisine, de se faire des bons petits plats, de faire des grasses matinées, de faire des plateaux télé, mais qui vont quelque part rentrer un peu en léthargie dans leur maison. Ils vont être, comme on dit, pantouflards. Et tout va tourner autour de leurs quatre murs de maison et ils vont rester trop à la maison. Donc le risque, eh bien, c'est de se couper du monde en fait et de créer eux-mêmes leur propre monde et de rester à l'intérieur de ce propre monde et finalement d'être déconnectés aussi de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est aussi de prendre du poids. C'est de rentrer dans une léthargie de couple où finalement on fait moins de sport, on gère la famille, on gère les repas, on gère la nourriture, on gère le jardin. Mais on s'ankylose un peu avec tout ça et on peut rencontrer des petits soucis d'obstruction dans les circulations de nos différents systèmes corporels, augmenter les états de toxicité et là le problème de santé arrive ensuite. Hein. Donc c'est aussi un problème. Donc voilà, les kaphas vont avoir aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même besoin de travailler, donc on est de toute façon quand même exposé au monde extérieur et ce monde extérieur il n'est que changement. Donc, il suffit d'une mutation professionnelle de l'un des deux couples, dans le couple, de l'un des deux dans le couple. Et cette mutation professionnelle, ça va être catastrophique parce que les kaphas ont des difficultés à s'adapter au changement. Ça peut leur créer des états de déprime et de ne pas savoir, de réussir à lâcher quelque chose pour s'adapter à quelque chose de nouveau, pour eux, ça peut être très très difficile.
Voilà. Ou s'il y en a un des deux qui finalement est parti pour n'importe quelle raison. Hein. Ça peut être partir, on l'a vu pour le professionnel, ça peut être partir parce que finalement il n'est peut-être pas heureux dans le couple et qu'il n'était pas que Kapha, mais qu'il avait un peu de Vata ou un peu de Pitta et il lui fallait du changement, il fallait plus de peps, envie d'une nouvelle vie, sur une remise en question. S'il y en a un des deux au moment d'une séparation, l'autre qui reste et qu'il est Kapha, il peut mourir de larmes en fait, mourir d'amour. Donc lui, le souci, c'est l'attachement. Donc on voit que c'est important au final de connaître son profil doshique, mais également connaître celui de son partenaire pour voir si c'est compatible et voir comment on peut ajuster le couple, etc. Et comment l'Ayurveda nous permet de prendre soin justement de sa relation amoureuse, de prendre soin de son couple. Alors je dirais pas que c'est forcément l'Ayurveda qui va apporter, qui va avoir écrit des textes qui parlent de ça. On n'a pas de texte ancien, on n'a pas de samhita, de recueil qui vont nous permettre d'avoir des explications comment on fait pour prendre soin du couple. C'est-à-dire que là, si je parle, pour répondre à la question comment l'Ayurveda fait-elle, mais comment on peut avec l'Ayurveda prendre soin du couple, ça sera plutôt la réponse que je vais apporter. Mais dire comment l'Ayurveda prend soin du couple, ce que je vais annoncer, c'est plutôt parler du système de mariage, du système familial en Inde, qui est un fonctionnement propre à l'Inde, très différent de notre culture, où là, en fait, on va déjà unir deux familles, choisir une caste, une religion, et puis un niveau social et économique qui va permettre déjà aux familles, aux parents des enfants de se rencontrer et de décider si les enfants vont pouvoir ensemble se marier. Une fois qu'au niveau familial, les accords sont OK, après, on va regarder au niveau de la rencontre des deux enfants si sur le plan de l'astrologie, ça matche bien. Donc là, on va voir l'astrologue. Et l'astrologue, du coup, va étudier les planètes, va étudier les éléments, et à travers l'astrologue, on va retrouver cette idée des doshas, où on va se rendre compte que si on a deux pittas ensemble, oui, ils vont bien se comprendre, mais à terme, il risque d'y avoir une séparation ou beaucoup de disputes, et que ça peut créer des états de souffrance aussi pour les enfants qui sont à venir. Donc ça sera cet aspect, la décision de l'astrologue. Donc si les deux familles sont d'accord, que l'astrologue est d'accord, ensuite l'homme et la femme vont pouvoir avoir une petite rencontre d'un après-midi, d'une heure, ou d'un échange téléphonique pour se dire ok, je veux bien de toi. Voilà, et après, ou je ne veux pas de toi. C'est très simple finalement. Et ensuite, on va caler la date des noces. Et au moment des noces, eh bien, les familles se réunissent. Les cadeaux aussi sont importants en fonction du niveau de richesse de chaque famille. Ça va se valoir par les cadeaux. Et donc là, eh bien, on a une vraie rencontre de l'homme et de la femme derrière un voile. Mais pas le voile de la mariée, comme un rideau qui va être ici. Et là, on fait tomber le rideau et on découvre l'homme et la femme avec qui nous allons passer la vie entière. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vraie confiance quand on est... Alors bon, ça change, attention, l'Inde change de plus en plus, mais là, on parle vraiment des traditions pures et dures, ça se modernise un peu, mais c'est encore pas tout à fait facile, le mariage en Inde. Les mariages d'amour en Inde ne sont pas encore tout à fait faciles. Donc là, on parle de mariage vraiment traditionnel, où finalement ce sont les parents qui vont choisir pour les enfants et ce sont ce qu'on appelle des mariages arrangés. Mais ne le voyons pas comme quelque chose de négatif où on enlève toute la liberté aux enfants. C'est que les enfants, tout parent, qu'on soit parent de la fille ou parent du fils, on a envie que nos enfants soient heureux, quel que soit le pays, la culture, on a toujours envie que nos enfants soient heureux. Donc on va essayer de choisir les meilleures conditions pour que ma fille, particulièrement préfère parler aussi de la fille, que la fille soit heureuse, parce que la fille va quitter ma famille. Je suis la mère, je suis le père de cet enfant, de cette fille. Elle va quitter la famille pour aller dans la famille du gendre, de notre gendre. Donc elle quitte notre maison pour aller dans la nouvelle maison. Et elle va faire partie de la nouvelle maison. Donc c'est vraiment un moment où on dit au revoir et à notre fille. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse dot. C'est une dot simplement qui va permettre aussi, maintenant elle est gérée, elle est sous la responsabilité, sous la protection de la famille du fils, enfin du gendre, pardon. Donc cette dot-là, c'est un petit coup de pouce, c'est une façon d'aider, oui, vous allez avoir une nouvelle personne maintenant au sein de la maison, il s'agit aussi d'aider
elle va aider, mais nous aussi on va aider parce que vous allez en prendre soin. Donc sur l'aspect financier, on va y contribuer. C'est un petit peu ça la logique de la dot. Après, on peut discuter, voir tous les aspects qui ont été abusés par rapport à la dot, mais l'objectif de départ, il n'est pas en soi si mauvais que ça. Voilà. Donc voilà, on ne va pas trop s'étaler sur les mariages en Inde, mais c'était juste pour répondre à la question de comment ça se passe au niveau des traditions en Inde, comment l'Ayurveda parle de la compatibilité des couples. Mais finalement, c'est l'astrologue qui va regarder les éléments et l'association des niveaux planétaires, je dirais, des planètes, et des éléments qui vont correspondre un peu au dosha de chacun du couple. Voilà comment ça se passe. Bah, écoute, en tout cas, si l'Ayurveda ne donne pas d'indication, entre guillemets, sur la manière de mener son couple, moi, ce que j'ai pu remarquer dans mon couple, c'est que, effectivement, depuis que je fais de l'Ayurveda, j'ai une meilleure connaissance de moi-même, une meilleure connaissance du comportement de mon compagnon, et que donc ça m'a énormément aidé à gérer les relations dans le couple, en fait. Hein, que la connaissance de soi et la connaissance de l'autre est un facteur déterminant dans la bonne santé du couple et des relations en général. C'est exactement ça, Nathalie. C'est-à-dire que l'Ayurveda, c'est une science de vie qui nous permet de comprendre qui on est. C'est une réponse à qui suis-je, une aide. Alors bien sûr, la réponse, on l'a pas, on l'a en vivant la réponse. Mais quand on vit avec la connaissance que l'Ayurveda nous apporte, eh bien on vit en comprenant de mieux en mieux qui on est et comment le monde fonctionne. Et après, on trouve le moyen d'adapter microcosme et macrocosme, c'est-à-dire le petit je suis avec ce grand monde. Tout à fait, c'est ça. On va passer à la deuxième partie de l'épisode qui est consacrée aujourd'hui aux relations sexuelles en Ayurveda, les relations sexuelles vues par l'Ayurveda. On va pas aller sur la partie physiologie, anatomie. On va parler plutôt, aujourd'hui, on va l'aborder sous le plan de la spiritualité, de la philosophie ayurvédique. En Ayurveda, quand on parle de sexualité, on va surtout parler d'énergie sexuelle. Et en fait, l'utilisation de cette énergie-là, c'est l'un des piliers de la santé physique et mentale. Est-ce que tu peux parler du rôle des relations sexuelles en fait dans l'énergie créative dans nos relations? Alors, je sais pas si je formule bien la question. Je sais pas. Après, on verra si la réponse est adéquate ou pas. Ouais. En tout cas, pour parler de l'énergie sexuelle, je voudrais juste parler d'abord de la relation sexuelle. Puisque quand on dit relation sexuelle, on a le mot sexe en fait qui va être présent. Mais si on reste que sur une part physique, anatomique, qui parle du sexe, et qu'on fait l'amour uniquement sur un point de vue anatomique, physiologique, alors on va répondre à ce qu'on appelle une relation sexuelle, mais de corps à corps, de physique à physique, avec peut-être des sensations agréables qui vont être là, mais qui sont produites par le corps. Mais alors il manquera une dimension pour rendre la relation sexuelle, la relation amoureuse, et pour parler d'énergie sexuelle. Puisque le principe, donc là, si on parle d'énergie sexuelle, on va utiliser, entre guillemets, ces attributs anatomiques qui vont nous permettre, grâce à l'énergie qui va se véhiculer, aussi de pouvoir rencontrer d'autres dimensions de l'être avec qui on est, qui sont des dimensions d'amour, d'âme à âme, et des dimensions spirituelles sur lesquelles on peut aussi évoluer ensemble et se réunir les âmes ensemble. Et cette dimension où, alors parfois, idéalement, puisque l'Ayurveda c'est quand même une approche tantrique, c'est-à-dire que c'est une approche par le corps, par les organes sensoriels, qui nous permettent d'avoir une connaissance du monde, une connaissance de nous parce qu'on perçoit grâce à nos organes de sens, pour ensuite pouvoir évoluer. Donc on est bien dans une dimension tantrique, le tantra qui parle de la perception par le corps pour pouvoir atteindre une dimension plus divine qui est en nous, une dimension plus spirituelle. Donc c'est à la fois se relier soi, ce qu'on appelle le petit ahankar, l'individu que je suis, à un autre ahankar, et cette réunion des deux êtres en fait vivants, eh bien, peut se faire par l'énergie sexuelle, par la rencontre de deux âmes. Donc l'énergie sexuelle, avant de la rencontrer purement physiquement, elle se connecte déjà en fermant. On a des exercices en fait qui se font où on va le fait de fermer les yeux et de se réunir, ne serait-ce qu'en se touchant les mains, pour ressentir l'autre,
non pas avec l'excitation sexuelle, mais déjà l'excitation, enfin la sensation du toucher de l'autre main à main. Parce que main à main, on a un nadi qui nous permet de réunir le cœur aux mains. Et donc lorsqu'on se prend dans les mains, on est directement connecté au cœur de l'autre. Donc on ressent la présence de l'autre, on ressent sa bienveillance et on se lie à cette présence-là. Donc le fait de pouvoir se relier de main à main, puis après se relier par nos souffles et de respirer ensemble, inspirer, expirer, de relier ensuite nos fronts ensemble et de faire cette bulle où on n'a pas le sexe qui est uni, mais on a d'abord les mains, le cœur, le souffle et notre mental aussi, dans lequel l'un et l'autre sont en train de se relier, sont en connexion, en sensation agréable. Après, lorsqu'on va déplacer nos mains sur le corps de l'autre, on va, dans ces cas-là, véhiculer des sensations qui vont être agréables. On va appeler une forme de stimulation à l'énergie sexuelle. Mais cette stimulation à l'énergie sexuelle, je n'ai pas besoin pour ça de toucher directement le sexe. Il suffit d'avoir une façon de toucher. Les capteurs de peau, que ce soit sur l'épaule, que ce soit sur la nuque, que ce soit sur la taille, on va réveiller des sensations qui vont être des sensations de l'énergie sexuelle, qui vont donc la mettre en éveil, en présence. Et après, tout doucement, eh bien, la continuité de la relation va se faire pour ensuite un rapprochement qui lui sera sexuel, mais dans lequel on aura toujours cette connexion au cœur, à l'âme et aussi à la psychologie de l'autre. Et au moment de cette union, on est dans un état d'amour, dans un état de bonheur, où on n'est pas à attendre l'orgasme de l'un ou de l'autre, ou de se dire ça dure trop longtemps, ou au contraire c'était pas assez long. Enfin, vous voyez, toutes ces performances dans lesquelles on a complètement perdu le partenaire, et on est purement dans l'anatomie. Donc si on rencontre ce qu'on a mis en place tout à l'heure, on rencontre une dimension où là, vraiment, il y a une relation très forte que l'énergie sexuelle nous permet, c'est de nous rencontrer déjà, nous, en tant qu'humains, avec du respect, de l'humilité, de l'amour, de la bienveillance, et puis un partage grand ouvert de nos corps, de nos cœurs et de nos âmes. Et à partir de là, eh bien, on rencontre aussi ce qui est présent en nous, qui s'appelle Ananda Maya Kosha, qui est l'enveloppe du divin. Et Ananda Maya Kosha, eh bien, c'est cette part de la source qui est présente en chacun d'entre nous. Et lorsqu'on rencontre cette part de source, en faisant l'amour, eh bien, on se révèle à soi-même, on se révèle à l'autre, on se révèle à l'univers entier. Donc c'est un moment merveilleux de pouvoir faire l'amour dans cette dimension-là. Du coup, l'énergie sexuelle, elle est différente en fonction des doshas, enfin du profil doshique de la personne. Comment est la sexualité d'une personne de type Vata ? La sexualité d'une personne de type Vata qui va bien. Qui est équilibrée. Équilibrée, voilà. Parce que souvent, quand on parle des doshas, on en parle souvent de manière aggravée, et là, on parlera plutôt d'état de souffrance. Donc, chez une personne de type Vata qui va bien, sa sexualité, elle aura besoin de romantisme, de bougies, de décor. Le décor extérieur, déjà, sera extrêmement important. De créer l'ambiance. Et de l'essence aussi. Donc, il faut flatter l'essence. Une personne Vata est très sensible à l'ambiance, à l'odeur de la pièce, à la rencontre de l'être par l'essence. Et dans sa sexualité, il n'est pas, on va dire, parfois, c'est pas un besoin très fort en fait chez les personnes Vata. Ils ne sont pas énormément reliés au corps, donc parfois ils ne ressentent pas énormément les besoins du corps, ni une libido très puissante. Donc ils n'ont pas une grosse libido ou un gros désir ou une grosse envie de sexualité. Donc c'est là de temps en temps, pour peut-être sur des fonctions hormonales qui peuvent arriver 4 fois, 5 fois dans le mois, ou des fois 2, ou des fois 1. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très présent chez les personnes de type Vata, le désir sexuel ou la libido. Donc d'où l'intérêt de stimuler cette libido par les organes de sens, parce qu'il est créatif, il est artistique. Donc en lui réveillant les éveils artistiques, eh bien, ça va réveiller le désir. Voilà, mais c'est peut-être pas forcément déjà présent au corps. En revanche, chez les Pitta... Oui, chez les Pitta, c'est tout à fait ça. Les Pitta sont... les Pitta, oui, ils ont, les hommes ou les femmes ont un très très fort désir sexuel, puisque l'énergie du feu est déjà très présente en eux. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de feu qui est là, qui est ascendante, qui évolue. Et donc c'est un réceptacle d'énergie qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se lier à l'autre, parce que le chakra sexuel, c'est un besoin de lien, de s'unir à l'autre, de s'unir au monde, mais de s'unir. Donc lorsqu'on a une énergie sexuelle qui est forte comme le Pitta, eh bien, on a régulièrement envie de faire l'amour. Donc ça peut être tous les jours, ça peut être très dense, très important.
Et voilà, c'est aussi parfois difficile pour le Pitta de gérer la personne qui en face a moins envie, parce que ils ont plus de difficultés à comprendre que l'autre est moins en vie. Voilà. Pour les Pitta. Et pour nos amis Kapha? Et nos amis Kapha, l'énergie sexuelle, elle est régulière, elle est presque quotidienne, mais elle n'est pas aussi puissante, intense que le Pitta. C'est quelque chose qui est comme un océan, qui est toujours là, mais sans avoir de pic extrêmement puissant. Donc c'est plutôt le plaisir du câlin que le plaisir du sexe lui-même. Donc c'est le câlin sous la couette, le fait d'être pris dans les bras. Et voilà, ce sont quand même des personnes qui aiment particulièrement faire l'amour, qui pourraient faire l'amour le soir, le matin. D'ailleurs, ça peut être très bien pour eux en termes d'activité physique, pour continuer à garder un petit peu d'activité au quotidien. Et puis, ils ont aussi physiquement une endurance qui le permet, hein, parce que si notre Vata avait une activité sexuelle quotidienne, je parle surtout des hommes hein, qui vont perdre ce qu'on appelle les liquides reproducteurs, qui vont ce qu'on appelle ojas, en fait, qui est dans les liquides reproducteurs, les hommes qui ont du Vata vont s'épuiser, vont se fatiguer. Alors que les Kapha, eux, ont naturellement une bonne réserve au niveau de l'immunité, au niveau d'ojas. Donc s'ils ont plus d'activités quotidiennes sexuelles, c'est très bien. Donc voilà, ce sont des câlins, ce sont des tendres qui pourraient passer leur vie sous la couette. Et les Pittas, ce sont des personnes qui ont une intensité, un vrai désir passionnel, fusionnel, avec un besoin d'orgasme aussi important. Et est-ce qu'il y a des bons moments pour avoir des relations sexuelles? Et est-ce qu'il y a un lien entre Agni et la sexualité? Alors là, il y a deux questions. Donc je vais parler du moment. Alors je vais parler du moment. Je me suis posé la question. J'ai essayé de regarder avec le Dinacharya aussi qui était proposé dans les tests classiques à quel moment c'est mieux de faire l'amour. Après j'ai regardé au niveau de Vasantlad qui est un docteur qui a écrit des ouvrages, par exemple Textbook of Ayurveda, qui est absolument fabuleux pour connaître l'Ayurveda. Que dit-il du moment pour l'activité sexuelle? Bon, j'étais un petit peu surprise parce que pour lui, l'activité sexuelle, c'est plutôt 10 heures le soir. 22 heures donc. Alors pourquoi j'étais... Ouais, 22 heures. Pourquoi j'étais surprise? Parce que c'est un moment où je me dis que l'activité sexuelle, c'est quand même excitant. C'est quand même des moments intenses sur le plan cardio, intenses sur le plan du Vata, en fait, hein, dans toutes ses perceptions, la circulation du sang, la circulation nerveuse. C'est quelque chose qui chamboule de manière magnifique le corps, mais ça remue, on va dire, ça remue Vata. Et ça augmente le feu, ça augmente l'air. Donc je me suis dit, pour trouver le sommeil ensuite, c'est peut-être plus compliqué. Alors après, je me suis aussi dit, mais Vasantlad, c'est un homme. Et donc, il y a aussi cette retombée après l'activité sexuelle. On se nourrit l'un et l'autre d'amour, mais l'homme aussi, en perdant ses liquides reproducteurs, perd une énergie importante qui après crée un état de calme. Donc comment comprendre pourquoi 22 heures, c'est la bonne horaire? C'est que l'activité sexuelle, c'est aussi un moyen de libérer nos états de stress, c'est-à-dire au niveau de notre psychologie, tout ce qu'on peut avoir accumulé dans la journée en état de stress, eh bien, lorsqu'on se rencontre avec notre partenaire, on va aussi retrouver quelque chose d'extrêmement positif, agréable, comme une médecine de bien-être, et qui va nous permettre ensuite de poser le stress, la peur, les inquiétudes, tout ce qui nous prend la tête. Eh bien, grâce à l'activité sexuelle, à la relation amoureuse, on va trouver un meilleur sommeil. Donc je me suis dit, dans cette dimension-là, le côté psychologique va s'en retrouver amélioré. Sur le plan physiologique, on va par contre avoir réveillé, augmenté les états de Vata, les états de Pitta, et réduit les états de Kapha dans le corps. Donc pour trouver le sommeil, c'est peut-être un peu plus difficile, surtout pour Vata qui a au moins besoin de 8 heures de sommeil. Donc voilà, je pense que 22 heures, c'est aussi un moment où on peut se retrouver. On n'a rien d'autre à faire. S'il y a des enfants, les enfants sont couchés. Au niveau du travail, c'est fini. Il n'y a personne qui va nous appeler à la maison, qui va sonner. Donc on n'a rien pour nous déranger. On sait que c'est le moment où on peut se retrouver. Au niveau de la Lune, au niveau du Soleil aussi, on n'a pas non plus l'état du chaud de la journée qui peut augmenter l'état de chaleur dans le corps. Donc je pense que quelque part, ça peut être la bonne horaire. Hein. Donc dans les textes de Vasantlad, il va plutôt annoncer 22 heures étant le parfait bon horaire pour tout le monde. Je pense
Voilà, au niveau du moment. Mais après, il y a aussi un autre moment qui me semble être plutôt pas mal. Mais alors attention, il y a des moments où il faut Alors, on va plutôt dire à quel moment il faut surtout pas le faire. Il faut surtout pas le faire au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil se couche et au moment où le soleil est à son zénith. Ça, c'est les 3 moments à éviter. Donc, l'aurore, le sunset, là, je ne sais plus comment on l'appelle, le coucher de soleil. Voilà, donc lorsque le soleil bouge, par rapport à là où on se situe, c'est des moments où on devrait plutôt être en état de méditation et de rien faire d'autre. Ça déjà, c'est une première chose dans le Dinacharya. Donc si on est juste avant le lever de soleil, par exemple, on sait que le soleil va se lever à 6 heures, on dit qu'on est vers la fin du printemps, là voilà. Le soleil se lève à 6 heures, et bien 5 heures, ça me paraît la bonne horaire. Surtout pour les kaphas qui, eux, vont pouvoir déjà se mettre en mouvement en période d'accumulation du kapha, puisque kapha s'accumule de 2 à 6 et est aggravé de 6 à 10. Donc là, si on est en période d'accumulation du kapha et qu'on qu'on se met déjà en action, qu'on se réveille en période d'accumulation du kapha, et bien potentiellement on sera moins mou, moins lourd, moins léthargique le matin. Donc pour les kaphas, ça me paraît super. Entre 5h, 5h30, quand c'est en été, enfin on regarde 1 heure avant le lever du soleil, voilà, pour préparer peut-être notre rencontre. Que les auditeurs CAFA notent ça pour mettre une petite alarme cet été pour se réveiller. Et puis en ce moment, on serait vers 7h du matin, donc ça pousse un petit peu plus tard. Voilà, mais 7h du matin, si on regarde les horaires du Dinacharya, on a quand même dépassé l'heure d'aggravation de Kapha. Donc il faudrait quand même que Kapha se lève toujours avant 6h. Voilà. Donc au pire, on met 6h moins le quart. De toute façon. Voilà. Au niveau des moments aussi auxquels il faut éviter les relations sexuelles, il y a également lors de la digestion. Oui, absolument. C'est peu recommandé d'avoir des relations sexuelles lors de la digestion. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Et oui, tout à fait. Alors la logique, pourquoi ne pas faire l'amour après avoir mangé? Pourquoi éviter la sieste crapuleuse? Donc déjà, la sieste, c'est vrai qu'en Ayurveda, on n'y a pas tout le droit. Alors on se dit, si on fait une petite sieste câline et tout, pourquoi pas? Mais la difficulté, c'est que bien, la digestion est en train de se faire. Donc on vient de manger un repas, on a toute notre énergie qui est concentrée dans notre estomac, dans notre intestin grêle, pour assimiler cette nourriture. Donc il est important, la priorité du corps, c'est d'assimiler la nourriture pour pouvoir vivre. Donc le corps, quand il a besoin de vivre, il va concentrer son énergie là où il y en a besoin. Donc la priorité du corps, c'est pas de faire l'amour, c'est de digérer ce qui est mangé. Ça, c'est sa priorité pour vivre. Donc après avoir mangé, toute l'énergie du corps va se retrouver dans le système digestif pour donner les fonctions de sécrétion digestive, le rôle de l'estomac, le rôle de l'intestin grêle, les assimilations du foie, pour après retransmettre ça dans le sang et que enfin nos tissus, nos cellules puissent se nourrir grâce aux nutriments. Donc le sang, globalement, il est où? Il est dans le ventre. Tout le sang va apporter l'énergie, va être présent dans les organes de digestion. Donc il y a un gros flux sanguin, un gros travail énergétique qui se fait ici, dans nos systèmes digestifs. Si je fais l'amour, que se passe-t-il? J'augmente l'état de chaleur dans mon corps, donc qu'on appelle entre autres le fameux Brajakapita. Donc j'augmente un état de chaleur, mais cet état de chaleur en fait va redistribuer mon sang vers mes mains, vers mes pieds, vers mon visage, vers mes organes aussi sexuels, puisqu'on voit bien qu'ils sont davantage gonflés de sang. Le sang va là où on le sollicite, puisqu'il apporte l'énergie. Donc donc ça veut dire que le sang, il ne sera plus sollicité dans le système digestif, mais il va être sollicité dans les organes sexuels, dans le visage, dans le cœur. Donc il quitte une grosse partie pour la digestion. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en train de perturber Agni, on est en train de perturber la digestion, et on est en train malheureusement de commencer à aggraver un état de malabsorption qui va créer une fermentation, qui va créer une perturbation et un début d'état de toxicité, et peut-être aussi une aggravation, une accumulation de dosha. Donc ça, c'est ce qu'on appellera plus tard l'accumulation des doshas qui peuvent après créer des manifestations, des problèmes de santé à la longue. Donc à la longue, c'est pas une fois après avoir fait l'amour, après manger, qu'on tombe malade. Mais voilà, c'est un souci. C'est un facteur de risque, effectivement. C'est un facteur de risque d'aggraver des doshas, exactement, et de perturber la digestion et de fragiliser, de fatiguer le corps. Non pas sur l'activité sexuelle, mais par manque de nourriture assimilée, de toxines en voie d'aggravation.
Alors, si on prend les choses dans l'autre sens, comment le fait justement d'avoir une bonne digestion, une bonne alimentation et éventuellement des plantes en phytothérapie, comment est-ce qu'on peut avoir une bonne utilisation de cette énergie sexuelle à travers notre alimentation, à travers les plantes? Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent être là pour stimuler le désir, par exemple? Et comment les utiliser? Alors, il y a deux choses. En fait, j'entends deux choses. J'entends la partie Ojas, parce que la partie Ojas, c'est l'énergie. Donc, Ojas, en fait, c'est ce qu'on appelle un nectar d'immunité, un nectar d'immortalité, qui vont apporter protection, bienveillance, longévité au corps. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à optimiser. Donc, le but. Et Ojas, en fait, va se fabriquer au fur et à mesure de la fabrication de chacun des tissus et va se retrouver particulièrement concentré dans les tissus reproducteurs pour pouvoir donner non pas uniquement la vie au corps lui-même, mais donner la vie à un nouveau corps. Donc Ojas, lorsqu'on nourrit Ojas, on apporte santé et immunité à l'individu, et c'est bien dans les tissus reproducteurs qu'au final, on va les retrouver. Donc il y a nourrir Ojas dans le principe de la fertilité, ça c'est une chose. Et on a ensuite nourrir le Téjas, qui lui va plutôt apporter de l'aphrodisiaque, qui va apporter du désir. Donc c'est pas tout à fait les mêmes composants en fait. Donc parce que je peux prendre des choses qui augmentent le désir, mais attention, en augmentant le désir, je vais forcément utiliser des choses qui vont être chaudes, qui vont être un peu plus piquantes ou un peu plus acides. Mais ces saveurs qui sont piquantes et acides vont malheureusement diminuer l'état d'Ojas. Donc, il y a cette difficulté. Est-ce que je veux augmenter la libido ou est-ce que je veux augmenter la fertilité? Ça, c'est d'abord la première question qu'on va se poser. Donc, si je veux augmenter la libido au niveau de la nourriture, on va avoir tout ce qui va être coquillages, crustacés, sont des aliments qui vont être vraiment considérés comme aphrodisiaques. L'ail également va être considéré comme aphrodisiaque. Le gingembre également va être considéré comme aphrodisiaque. Donc ce sont des choses qui sont rajasiques, voire tamasiques dans leur nature propre, mais qui vont avoir des facultés pour stimuler les organes reproducteurs, pour donner le désir à la personne. Voilà, donc ça augmente la libido. Après, on va regarder aussi au niveau des cycles menstruels de la femme, s'assurer que les cycles soient corrects, qu'il n'y ait pas d'irrégularité, que la qualité du sang, que la qualité du rasa d'atu aussi soit de bonne qualité, pour s'assurer qu'on ait ensuite une bonne fertilité. Donc ça, il y a déjà tout un état à remettre en place chez une personne pour assurer déjà sa fertilité, assurer son cycle menstruel, réguler ses fonctions hormonales. Donc il y a tout un tas de choses à régler. C'est au niveau hormonal, c'est réguler Pranavayu. Donc ça, c'est tout ce qui va se trouver au niveau de notre tête. Donc Pranavayu, eh bien, comment on régule Pranavayu? Par des respirations, par des méditations, par des soins aussi qu'on peut recevoir en Ayurveda, par des plantes qui font que tous les aspects psychologiques, parce que Pranavayu, c'est les dimensions psychologiques, qui vont être apaisées. Du coup, les fonctions hormonales qui sont reliées aux organes sexuels vont être gérées de manière plus harmonieuse et on aura une régularité par rapport à l'influx des hormones envoyées, à la quantité et à la qualité des fonctions hormonales. Lorsque les fonctions hormonales sont bien, du coup, les organes de reproduction vont aussi mieux fonctionner. Donc, d'abord, on doit traiter l'origine qui est le prana. Il y a souvent beaucoup de travail à faire sur Pranavayu. Donc, Pranavayu, là, c'est de regarder, là, c'est le travail du praticien. Il faut qu'il fasse son job pour voir un peu quel est l'état psychologique de la personne, pour ramener un état psychologique correct, un fonctionnement hormonal correct. Donc là, au niveau des plantes, on pourra être sur Jatamansi, on pourrait être sur Kapikachu, qui est une plante intéressante, Kapikachu, ou Mucunus prunus, je crois, en nom latin, qui est une plante en fait qui à la fois agit sur le plan du pranavayu, du cerveau, mais qui est aussi un super stimulant au niveau de la libido, homme-femme. Donc on a quelques plantes comme ça qui vont agir au niveau hormonal, psychologique et au niveau sexuel. Donc ça, c'est les plantes qui vont nous intéresser. Donc on a Kapikachu, puis on a Ashwagandha. Donc ça, c'est les deux qui font les bienfaits à la fois psychologiques et à la fois physiologiques. À ça, on peut rajouter maintenant, si on veut développer ou réguler les fonctions hormonales, on peut rajouter une troisième plante qui est aussi très connue, qui est Shatavari. Donc lorsqu'on régule, qui agit sur les hormones, donc lorsqu'on associe Kapikachu, Shatavari et Ashwagandha, on a déjà un ensemble de 3 plantes qui régulent les fonctions psychologiques, les fonctions hormonales et les fonctions directes des organes de reproduction. Voilà, pour ce qui serait des plantes.
Et pour ce qui est de la nourriture qui va augmenter au jas, on est sur des saveurs douces. Donc on va être sur des produits du lait en soi, hein, du lait bio, cru, non pasteurisé, associé avec un petit peu de cannelle pour pouvoir bien l'assimiler. On va avoir des graines de sésame, ça c'est fabuleux pour augmenter aussi au jas. Toutes les graines, mais surtout les graines de sésame, ou des œufs, même si c'est un peu rajasique, mais les œufs nourrissent les œufs, hein, tout simplement. Chaque tissu nourrit les tissus, donc ça c'est une règle. Voilà, les céréales, les produits laitiers, les graines, les huiles, tout ça vont être un petit porridge où il y a par exemple des flocons de riz avec du lait de riz ou du lait de vache chauffé avec de la cannelle et puis des petites graines et des noix ou de la purée d'amandes. Ça serait un très très bon cocktail pour augmenter au jas. Mais ce cocktail, on le prend que si on a un bon agni et qu'on n'a pas accumulé trop de café. Voilà. Pas faire d'erreur. Hein. Ouais, exactement. Ce thème de la fertilité, c'est un thème important. On nous a déjà demandé d'en parler dans le podcast. Et je crois qu'on pourrait même y consacrer un épisode complet. Parce que c'est ça. Donc, appel aux auditeurs, si vous avez des questions là-dessus ou si vous avez envie qu'on en parle dans le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec vos questions ou à nous poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. On va parler maintenant du sujet de la masturbation, donc sujet souvent tabou d'ailleurs, on en parle très peu je pense. Que dit l'Ayurveda sur la masturbation ? Alors, je vais faire un peu la même réponse que tout à l'heure par rapport au mariage. Donc, la masturbation, en soi, elle n'a pas lieu d'être à partir du moment où... pourquoi fait-on l'amour en Inde ? Il y a deux raisons. Après, bien sûr, ça peut faire sourire, hein, parce qu'on parle de l'humain. Mais pourquoi fait-on l'amour ? Eh bien, on fait l'amour soit pour faire des enfants, soit pour consolider le couple. Donc, dans ces cas-là, quelle serait la nécessité d'avoir... pourquoi se masturber si on n'est pas en train de consolider notre relation amoureuse dans notre couple ou pour faire des enfants. Donc ça, c'est la première réponse que je vais faire. Maintenant, bien sûr, la masturbation va aussi avoir... là, ce n'est pas une réponse ayurvédique, mais c'est peut-être une réponse plus personnelle dans ces cas-là, où la masturbation a aussi son intérêt, je pense, dans le fait d'apprendre à se connaître, parce que dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle, si on ne connaît pas notre corps, si on ne sait pas comment déjà tout seul on vit le plaisir ou comment est le plaisir pour soi, il est déjà donc important de connaître son corps à ce niveau-là. Et puis après, de recevoir le plaisir de quelqu'un, bien lui aussi, quand on parle d'un couple hétérosexuel, parce que là on n'a pas parlé des couples homosexuels, mais si on est dans un couple hétérosexuel, je suis une femme, je ne connais pas le corps de l'homme. Donc est-ce que je vais savoir aussi comment prendre soin du corps de l'homme et lui créer du plaisir ? Je l'ignore, donc je vais y aller un peu au feeling, hein, on laisse les choses naturelles. Maintenant, si moi je connais bien mon corps, je peux le guider par contre, parce que lui il ne le connaît pas non plus mon corps. Donc si je connais mon corps, que j'ai confiance dans comment ça fonctionne, eh bien je peux plus facilement l'aider aussi à oser, à découvrir et puis ensemble à être heureux sur aussi l'aspect purement physique des choses. Hein, il y a l'aspect bien sûr du cœur qui est là, mais si en plus au niveau physique ça fonctionne, où on est bien, on est à l'aise, on est complètement en confiance et bien dans ces cas-là, on avance encore plus. Donc c'est là où je dirais que la masturbation peut avoir de l'utilité. Ou si on est tout seul, on n'a pas de couple, on n'a pas d'enfant, on ne veut pas d'enfant et qu'on est tout seul, eh bien on a des états de stress aussi qui vont être présents dans la vie. Et ces états de stress, eh bien on peut méditer, on peut faire du sport, mais la pratique de la masturbation est aussi une façon de libérer des états de stress. Il y a aussi une notion qui elle est une notion dans l'Ayurveda, qui est le Brahmacharya, qui est la notion d'abstinence sexuelle, ou même plutôt, pour être plus précise, qui est la notion de comment utiliser correctement son énergie sexuelle, en fait, apprendre à maîtriser cette énergie sexuelle. Est-ce que tu peux parler de ça ? Oui, alors le Brahmacharya, on parle d'abstinence sexuelle dans une dimension spirituelle. Oui. Donc on ne parle pas si vraiment on utilise le mot Brahmacharya, c'est-à-dire que c'est vraiment sur une dimension de découverte de qui je suis et de comment je peux utiliser cette énergie sexuelle, mais en la transcendant d'un niveau spirituel.
Donc là, c'est plutôt sur des pratiques. Donc bien sûr, on gère déjà son corps, on gère ses organes de sens, on gère son désir et son attraction vis-à-vis du sexe qui nous attire. Et donc déjà, il y a cette notion de gestion du désir, gestion du corps, pour pouvoir le mettre dans un état de, non pas de l'ignorer, non pas de le ligoter et de lui dire tu ne dois pas désirer, tu ne dois pas sentir, mais certes, le désir, il est là, et le désir, on le garde, on ne le coupe pas. Mais lorsqu'il est là, on le reconnaît, on le ressent, et à partir de là, avec des pratiques de respiration, des pratiques de méditation, eh bien, on va pouvoir lui permettre de rencontrer ces dimensions d'Ananda Maya Kosha, ces dimensions plutôt divines, et donc de spirituel, pour pouvoir se relier à la source. Donc le brahmacharya, c'est une, si on traduit abstinence sexuelle, mais ce n'est pas se couper du désir, au contraire, c'est utiliser le désir vers une rencontre au divin, en quelques mots. Ok. Alors, Caroline, nous arrivons à la fin de cet épisode et nous souhaitions savoir, pour nos auditeurs aussi, si tu as des conseils, quels sont toi tes rituels pour une bonne santé? Alors, les rituels pour une bonne santé, déjà, je vais parler avant tout du plaisir. Restons dans le On est thème. un peu dans le domaine aujourd'hui. Et parce que on peut, si on suit le dinacharya, l'hygiène de vie dans sa pratique tapas, c'est-à-dire d'austérité, dans lequel on se limite, eh bien, certes, il faut souvent, quand on a accumulé les doshas, quand on a accumulé les toxines, il faut d'abord purifier l'organisme, ce qui sont les thérapies Shodhana. Donc, purifier un organisme, souvent, ça passe par des thérapies qui ne font pas plaisir. On va faire des monodiètes, on va pendant un temps manger du kichari ou prendre que des légumes cuits. Et puis on n'aura rien de ce qui flatte, c'est-à-dire tout ce qui est onctueux ou un peu acide, un peu piquant. Enfin, le piquant, se dit, ça sera pas mal. Mais les thérapies qui font plaisir, on les enlève. Donc souvent, quand on fait de l'Ayurveda et qu'on reçoit une personne en soins, en consultation, bah souvent on a un peu tendance à d'abord lui faire thérapie Shodhana. Donc thérapie, je te fais pas plaisir. Pour après remettre un peu d'ordre dans le corps et ensuite faire les thérapies qui sont elles palliatives, qui vont réguler l'équilibre des doshas, et après les thérapies rasayana qui vont elles régénérer, rajeunir les cellules. Donc voilà comment on va fonctionner en gros dans l'Ayurveda. Donc c'est pour ça que je dirais d'abord avant tout c'est d'avoir envie, d'être heureux des choses. Même si on est dans une thérapie de réduction, il faut qu'on soit heureux. Donc, quelle est la place du mental? La première chose, en recommandation pour un bien-être dans la vie, c'est est-ce que la personne va être heureuse de suivre les recommandations en alimentation que je vais lui proposer, les plantes? Est-ce que ça va lui faire plaisir? Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Est-ce que je ne lui crée pas de la peur non plus? Avec des prises de plantes, prendre dans du miel tant de grammes, prendre dans du gel d'aloe vera tant de grammes, où il va trouver ses plantes, enfin plein de choses qui font que des fois on a un peu, on se dit oh là là c'est compliqué l'Ayurveda à mettre en place, est-ce que je vais y arriver? Puis d'un coup on est en train de leur créer des états de panique en fait. Donc il faut être le plus simple possible pour expliquer la situation, expliquer le programme qu'on va mettre en place. Donc il faut rester simple. Et rester simple, c'est être heureux. Donc voilà, rendre le mental heureux. Après, c'est le sommeil, c'est apporter de la qualité au sommeil. Parce que le sommeil régule énormément de choses. Le sommeil régule prana vayu, il régule vata. Donc quand vata va bien, généralement le corps va aller mieux ensuite. Donc ça, c'est un point important. À quelle heure je me couche, à quelle heure je me réveille et quelle est la qualité de mon sommeil. Ensuite, c'est la qualité de la nourriture. Bien entendu, ok, je mange bio, j'achète bio, je fais déjà un effort. Mais dans cet effort, je mets ça dans mon frigidaire pendant 10 jours. Donc ma carotte, eh ben, elle est toute rabougrie au bout de 10 jours. Elle n'a plus de vitamines, elle n'a plus de prana. Et puis, à la manger, je vais la faire cuire très longtemps. Donc je vais faire une potée peut-être pendant un certain 40 minutes, 50 minutes, voire plus. Donc là, j'aurai encore enlevé toutes les parts nutritives de ma fameuse carotte. Donc l'idée, c'est de favoriser la qualité du sommeil, choisir des aliments de proximité, des aliments du jardin ou avec des pesticides comme du Nîmes, c'est-à-dire que c'est un pesticide naturel qui éloigne tous les insectes, et du Nîmes, c'est de la poudre, vous mettez ça dans votre jardin, il n'y a pas un insecte qui va venir manger vos légumes ou vos fruits. D'ailleurs, si vous en prenez, ça va tuer aussi tous vos parasites, ça va être parfait. Donc là, on va regarder agriculture locale, du bio. Je ne le garde pas longtemps dans mon frigidaire parce que éventuellement, je n'ai pas de frigidaire. Le mieux, c'est d'enlever le frigidaire de la maison. Parce que si vous n'avez plus de frigidaire, vous êtes sûr de manger dans la logique de la nature.
La logique de la nature, c'est je vais chercher mes légumes et puis je les cuisine. Donc, je n'ai pas besoin de frigidaire. Après, si je mange de la viande, ok, pourquoi pas? Si je mange de la viande, j'ai peut-être besoin du frigidaire parce que la viande est un produit qui développe rapidement des bactéries. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Ayurveda, on ne recommande pas énormément la viande, encore moins la viande de bœuf, parce que c'est une des moins nutritives et une des moins qualitatives. Mais si je veux manger de la viande, dans ces cas-là, je peux avoir recours au frigidaire. Ou si je veux prendre un produit laitier, je peux aussi avoir recours au frigidaire. Donc les seules choses que j'aurai dans le frigidaire, c'est produits laitiers et produits animaux. Sinon, tout le reste, les céréales et légumineuses, c'est dans mes placards. Et puis les fruits et les légumes, eh bien, ils sont à l'extérieur. Et je vais faire au moins 2 fois par semaine mes courses si je ne les ai pas dans mon jardin. Donc ça, c'est une grosse importance à la qualité de la nourriture, puisque la santé de mon corps dépend, d'abord, la santé du corps matériel va dépendre de la nourriture qu'on lui donne. Après, de la qualité digestive, donc Agni, est-ce que mon feu digestif va pouvoir assimiler cette superbe nourriture? Ça, c'est encore un autre aspect à regarder, donc il faut avoir une bonne digestion. Et faire en sorte, peut-être qu'un praticien ayurvédique ou des petites graines de fenouil, des graines de cumin, des quantités, des modes de cuisson, tout ça, des ordres de consommation des aliments, tout ça, ça va aider l'assimilation. Donc, les points forts, c'est être heureux, le sommeil, la qualité de la nourriture et restaurer le feu digestif. Et une dernière chose, s'assurer qu'on prend le temps tous les jours d'écouter ses besoins naturels. Est-ce que quand j'ai envie de faire pipi, je ne me retiens pas et j'y vais? Est-ce que j'y vais à la selle régulièrement et à heure fixe parce que je me lève, je bois un verre d'eau chaude et après j'ai plus facilement envie d'aller aux toilettes? Est-ce que je prends le temps d'évacuer mes besoins naturels? Ça aussi. Donc il faut pouvoir se donner un petit peu de temps pour vivre ce que le corps a besoin de vivre et ensuite savoir le reposer, savoir le nourrir. Merci Caroline. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les mois ou les années, voire les années à venir? Oui, alors mes projets, il y en a plein, j'ai toujours plein de projets en fait. Après, il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Donc là, il y a un projet qui est déjà commencé et j'en suis vraiment ravie, c'est-à-dire que j'ai rencontré le docteur Yadoun Ramachandra qui a une clinique en Inde et il s'occupait de ma fille qui est asthmatique bien sérieux. Donc même avec l'Ayurveda, j'essaie de faire mon possible, mais c'est quand même compliqué. Et ce docteur, en fait, a fait de la marmathérapie sur ma fille et ça lui a fait grand bien. Et donc, elle est suivie avec des traitements qui lui améliorent son immunité, son état de santé. Et donc, le docteur Yadoun, eh bien, je l'ai fait venir en France pour pouvoir bien rencontrer aussi mes clients que j'ai en soins et en bilan pour apporter un regard de médecin tout en respectant la législation médicale française. Attention, on fait attention à tout ça. Donc voilà, donc là aujourd'hui je suis très heureuse de ce partenariat avec le docteur Yadoun qui consulte et puis qui enseigne la marmathérapie parce que c'est un spécialiste en marmathérapie, donc il transmet ce qu'il a appris de plusieurs parties de l'Inde d'ailleurs. Et il va enseigner aussi tout ce qui est pré- et post-natal. Là prochainement, on va mettre en place une formation pour le soin des enfants parce qu'on se rend compte que... Donc le soin des enfants de 3 à 6 ans sur les besoins psychologiques et physiologiques des enfants de 3 à 6 ans, comment ils se développent psychologiquement, hormonalement, système nerveux et au niveau du corps, les besoins nutritifs. Donc de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans et de 12 à 18 ans. Donc on va voir ces 3 grosses tranches d'âge importantes où il y a beaucoup de changements chez l'enfant pour adapter l'éducation, du fait de leurs émotions, de leur système nerveux, de leur développement, quelle éducation apporter pour leur bien-être sur le plan de la psychologie, de l'accompagnement des émotions, et puis quelle éducation alimentaire pour les aider dans leur nature, de ce qu'ils sont et comment ils vivent aussi avec le mode de l'école, du rythme dans lequel on les met aujourd'hui. Donc là, il y a prochain module de formation, c'est ce qui est prévu. Donc là, je pense que ça va être en 2020, ouais, c'est ça. C'est cette année qu'on va le faire, mais on n'a pas encore les dates, mais on est en train de le construire. Après, il y a aussi ma petite clinique en Inde, où là, c'est une petite clinique, c'est une toute petite maison en fait. C'est une maison de cultivateurs d'EVA en fait, qui récupèrent du caoutchouc. Donc il y a 3 chambres, c'est 2 personnes par chambre pour 6 personnes et on est au milieu de la jungle et des lacs. Et là je fais venir un docteur qui est Raghunath, qui est un docteur qui a eu une transmission par voie orale, il n'est pas diplômé par une université indienne.
Donc il y a ce docteur parce qu'il a une transmission, une lecture du pouls assez, il scanne de manière incroyable. Mais je suis obligée de travailler avec un docteur indien qui lui est reconnu par le gouvernement indien pour la protection des personnes qui viennent en cure, c'est important. Et donc là, avec ces 2 docteurs, eh bien, ils vont faire le bilan, les soins, et on est soit sur des soins en panchakarma ou soit des petites shodhana, rasayana, en fonction de la force physique et mentale de la personne. Voilà. Et c'est des cures de combien de temps et que tu organises combien de fois dans l'année? Donc là, c'est des cures. Alors c'est au mois de février parce que j'ai pas encore. Je voulais proposer des inscriptions tout au long de l'année, mais alors là, il faut être il faut être une agence de voyage en fait pour faire connaître ça et faire des inscriptions. Donc du coup, c'est pas mon truc de faire agence de voyage. Donc là, ça reste très familial. Ça c'est aussi ce qui me caractérise. J'aime bien les petites choses où on reste entre humains. Voilà. Donc c'est au mois de février en fait que ça se passe. C'est chaque année sur les vacances scolaires du mois de février. Et après, tout au long de l'année, parce que on fait déplacer, en fait, on déplace l'équipe, des médecins et des thérapeutes et des médecines, sinon le reste de l'année c'est fermé. Donc, c'est utilisé pour pour récolter les caoutchoucs. Donc, ou alors ça peut, voilà. Donc il y a des tribus qui sont juste à côté qui veillent sur la maison, mais bon, juste pour vous dire que c'est au mois de février. Mais si on veut venir en Inde pour un endroit où faire une cure ayurvédique, qui soit du bien-être ou soit de la panchakarma où on veut déloger les doshas qui créent des soucis. Dans ces cas-là, c'est au sein de la clinique du docteur Yadoun, qui est à 8 heures de route de là où j'ai ma petite clinique. Et la clinique du docteur Yadoun, eh bien, là, ça peut être tout au long de l'année. Il y a son frère en fait et ses parents qui sont médecins. Donc même si Yadoun il est en France avec moi, ça peut se faire tout au long de l'année. Où là on est dans un cadre qui est joli comme tout parce que bon c'est Varkala, c'est un coin qui est touristique mais qui est facile pour y vivre parce qu'on a on a un beau cadre aussi alentour pour se reposer. Et puis moi ce que j'aime avec le docteur Yadoun c'est que ces thérapeutes vont pas faire 8 à 10 soins par jour. Il travaille avec des huiles et des plantes de qualité. Il n'utilise pas l'huile Shirodhara sur une tête et sur la tête de quelqu'un d'autre. Au niveau de l'hygiène des pochons, c'est pareil. Les Pindas Veda, c'est pour chaque personne. Donc je suis sûre de l'hygiène, je suis sûre de l'amour des thérapeutes, parce que sans amour, il n'y a pas de soins. Et aussi du sérieux du docteur Yadoun dans ses bilans. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler spécialement. Je connais beaucoup d'autres docteurs, mais j'ai particulièrement apprécié l'approche et la façon de travailler du docteur Yadoun. Ok, écoute, je serai au moment où l'épisode sera diffusé, je serai tout juste de retour de mon voyage en Inde et j'aurais vu le docteur Yadoun, donc que je connais déjà, mais j'aurais visité sa clinique à ce moment-là, donc je pourrais aussi en parler à mon retour de voyage. Oui, tout à fait, exactement Nathalie. Ouais. Alors nous arrivons à notre petite question rituelle qui s'appelle l'instant de gratitude. Et du coup avec cette question, nous voulons te demander qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale ce que tu aimerais remercier. Alors qui j'aimerais remercier déjà c'est le docteur Binu Johnson. Voilà, c'est mon premier professeur donc de l'école indienne, donc Binu Johnson. Il m'a ouvert la porte et il est toujours avec moi tout au long de ce que je fais. Voilà, c'est lui mon ancrage d'origine. Donc remerciement énorme à Binu Johnson, aux élèves qui étaient présents aussi, parce que les élèves qui étaient présents, eh bien, ils m'ont accueilli. Ce sont des Indiens qui parlaient anglais, Binu Johnson qui parlait pas anglais. Et donc, en fait, ils ont traduit tous les cours pour que je puisse avoir accès à la connaissance. Il y avait une femme indienne qui était avec moi où on ne pouvait pas pratiquer parce que les hommes, on masse pas les hommes et les hommes massent pas les femmes. Donc nous, on se retrouvait après entre nous pour pouvoir reprendre les soins entre nous. Et donc, remerciements vraiment aux élèves qui m'ont permis aussi de rentrer sur cette voie-là. Après, remerciements à Dr Lélé, qui m'a permis de trouver le chemin de la synthèse, de l'utilisation concrète de toutes ces informations qu'on peut avoir en Ayurveda. J'avais l'impression de patauger dans un océan de connaissances, mais pas très bien comment les organiser entre elles, ou surtout comment les utiliser pour faire du concret et donner un conseil facile à mettre en place et pertinent. Donc le docteur Lélé, merci parce qu'il m'a évité de me perdre. Voilà, donc... Après, remerciements aussi à
Peut-être de manière plus intime, en fait, je vais dire remerciement à mon père, qui est, alors mon père que j'ai pas connu en soi, qui est décédé quand j'étais petite, mais remerciement à mon père parce que si j'ai pu partir en voyage et si j'ai pu avoir de l'argent pour faire ce voyage, c'est que j'ai eu un petit héritage en fait via son décès, et c'est cet héritage-là qui a permis de financer les frais de formation et les frais de voyage. Donc, je dirais un grand remerciement à mon père. Voilà. Nous, on te remercie, Caroline, d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à notre podcast. Bien, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. On l'avait promis à nos auditeurs, on a donc un petit code de parrainage pour les personnes qui veulent se former dans ton école. Le code, on le mettra dans les notes, dans les commentaires de l'épisode. Donc, on vous invite à prendre contact avec Caroline sur ton site, Caroline. Tu as toutes les informations pour la formation sur ton site internet. Oui, c'est ça, tout à fait. Je le nomme ? Oui, je veux bien. Oui. Donc, donc elle est www.gayaveda.fr. Donc, Gayaveda, c'est GAYAVEDA.fr. Voilà, merci Caro. Et donc, le code de parrainage, c'est Nat Lorraine Podcast 2020. Voilà. Super. On te fait un grand merci, Caro, pour cet épisode qui était riche en enseignement, riche en passion, en amour, en partage. Et merci énormément pour tout ça. Moi, je vous remercie aussi particulièrement, les filles, pour cette initiative que vous avez eue de créer le podcast. Quand vous étiez à la fin de la formation et que vous étiez en train de regarder comment vous allez orienter en fait votre développement professionnel, mais aussi faire connaître l'Ayurveda. Donc, ce que vous avez mis en place, c'est un moyen de partager cette science de vie, cette connaissance qui est magnifique. Et donc, un grand merci pour avoir pris l'initiative de le faire, de le mettre en place. Et aujourd'hui, que ça fonctionne comme ça fonctionne. Je suis tellement ravie pour vous et pour l'Ayurveda. Bravo. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!